Vous êtes les bienvenus dans ce numéro de décryptage qui, je vous l'ai dit, vous proposera un exercice hyper intéressant. L'actualité sociopolitique, vous l'avez suivi sur Eden Télévision, lu, décrypté, disséqué par des journalistes, des politologues. Mais cette fois-ci, ce matin, eh bien, l'exercice sera fait par un acteur de la société civile, en la personne du pasteur Michel Alokpo, qu'on ne présente plus. Il aura à lire l'actualité politique au Bénin. Il aura abordé aussi d'autres détails très intéressants que vous constaterez tout au long de ce numéro de décryptage. Pasteur Michel Alokpo, bonjour à vous. Bonjour, cher ami. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être sur votre plateau ce matin. Oui, la toute première fois. La toute première fois. Oui, et je vous souffle tout de suite que quand on accepte une fois chez nous, eh bien, on le répète souvent. Ah, ça, ce serait un plaisir partagé d'être avec vous, si vous le voulez. D'avance, merci, pasteur Michel Alokpo. Alors, je ne vous apprends rien, vous le savez, l'effervescence électorale se vit déjà dans les différentes chapelles, dans les différents états-majors du Bénin. Les blocs rivalisent d'ardeur, d'ingéniosité, d'idées, pour convaincre davantage, tant sur leurs idéaux, sur les logos, sur les différentes stratégies à adopter pour, je dirais, se faire élire pour faire élire, j'allais dire, un grand nombre de députés au soir du 28 avril. Vous le savez, le corps électoral y est déjà convié par le chef de l'État. C'était il y a une semaine, vous l'avez suivi dans l'actualité nationale sur les différents médias. Alors, ce matin, l'exercice, nous le voulons, je l'ai dit, autrement. Ne sera pas fait par des spécialistes en politique, des analystes, mais par un acteur de la société civile que vous êtes, pasteur Michel Alokpo. Comment appréciez-vous le nouvel arsenal juridique au pays, le nouvel arsenal qui régit désormais, j'allais dire, les élections? Je veux parler du tout nouveau code électoral, de la réforme du système partisan, de l'achat des partis politiques. Merci, mon cher ami. La réforme du système partisan est venue à un moment de l'histoire du Bénin où tout le monde a applaudi. Le Bénin a traversé des turbulences politiques pendant plusieurs décennies. Le Bénin a connu de transhumance politique en cascade. Et l'heure était arrivée pour que cette réforme aboutisse. Et là, je veux passer par votre micro pour saluer la détermination du président Patrice Guillaume Talon, qui a réussi à mettre ces deux instruments juridiques à la disposition du peuple béninois. Cette réforme du système partisan est d'autant important parce que il permet de régler un certain nombre de problèmes, un certain nombre de dysfonctionnements qu'on a toujours observés au sein de la classe politique béninoise, la transhumance, parce que les dysfonctionnements, la création des partis politiques dans notre pays, la multiplication anarchique des partis politiques dans notre pays constitue un frein pour le développement de notre nation, le Bénin. Et je pense que l'heure est arrivée pour mettre fin à tout ceci. Et c'est pour cela que je salue cet effort du gouvernement Talon qui a réussi à mettre ces deux instruments à la disposition du peuple béninois. Je voudrais dire que même dans certains pays d'Europe et d'Afrique, le Bénin est un petit pays de 10 millions d'habitants et qui compte aujourd'hui plus de 200 partis politiques. Je trouve que c'est exagéré. Avec le vote de ces deux lois, cela permet de mettre de l'ordre au sein des partis politiques. Et je pense que nous allons avancer dans ces réformes et pour voir ce que ça va donner.
Ces deux instruments serviront à régler les problèmes, comme je l'ai dit tantôt, de transhumance politique et ensuite permet de sauver l'unité nationale. Parce que nous avons vu des partis politiques ethniques, claniques, des partis politiques qui ne dépassent pas Parakou, qui quittent Porto-Novo et s'arrêtent à Dassa. Non, c'est ce que nous ne voudrons plus voir dans notre pays. Je crois que le cas de concertation, en son temps, s'était prononcé sur la multiplication anarchique des partis politiques. Et je crois que le président Talon nous a donné raison aujourd'hui. Vous êtes, à l'instar de bien d'autres observateurs politiques, vous adhérez à ces différentes réformes, que ce soit l'achat des partis politiques, que le vote du nouveau code électoral. Mais ces réformes ne sont pas intervenues sans grincement de dents. Merci. Je dis tantôt que j'approuve cette réforme, j'approuve le vote de ces deux lois. Mais ces deux lois soulèvent quelques questions que je voudrais souligner ici. La première question concerne le coefficient de 10% que cette loi exige à chaque bloc de partis politiques à faire valoir avant de dégager un député. Cela n'existe nulle part dans les démocraties que je connais, les démocraties mondaines. Le seul pays où on a entendu parler de pourcentage, c'est le Rwanda, qui s'est fixé 5% pour pouvoir obtenir un député. Il va falloir que le parti politique, s'il est engagé dans ce combat électoral, puisse avoir un suffrage qui atteint au moins 5% avant qu'on lui dégage un député. Vous dites bien 5%. 5%. Mais au Bénin, petit pays de 10 millions d'habitants, on exige 10% de suffrage. Je crois que la plupart des acteurs politiques, la plupart, je le dis, même du côté de la mouvance, ne sont pas d'avis. Il me semble que ce taux est trop élevé pour permettre aux partis, aux individus, des partis moyens de se faire élire au sein de l'Assemblée nationale. La deuxième préoccupation, c'est aussi la caution à payer. La faramineuse caution. La caution de 250 millions pour être candidat aux élections présidentielles et 249 millions pour être candidat aux élections législatives. Moi, dans aucune démocratie, on n'a jamais entendu parler de ça. Et je pense qu'il y a d'autres moyens, pour réguler le fonctionnement des partis politiques et réussir à mettre des blocs qui ne dépassent pas une vingtaine de blocs dans notre pays. Aujourd'hui, on est à 6 blocs dans tout le pays. On peut permettre à d'autres partis politiques qui ne veulent pas se constituer en bloc de s'essayer pour ces élections. Mais il faut trouver d'autres moyens. Mais pourvu que ces partis remplissent les conditions requises. Pourvu que ces partis remplissent les conditions requises pour se positionner sur les listes électorales. Je pense que dans l'avenir, ces deux aspects des lois doivent être corrigés. Je le souhaite de tout me veut. Je pense que pour cette fois-ci, c'est déjà la loi votée et promulguée par le chef de l'État. Comme on le dit, c'est consommé. C'est consommé. Plus rien à faire. Voilà ce que je pourrais dire par rapport au vote des deux lois, la charte des partis, le code électoral. Mais je pense que nous sommes là pour voir ce qui va se passer par rapport à la formation des deux blocs, comment ils vont s'imposer sur l'échiquier national. C'est un véritable problème que nous allons peut-être aborder. Oui, c'est dit déjà que ce nouveau code contient déjà en son sein des insuffisances. Vous en avez relevé quelques-uns. L'objectif principal, c'était d'assainir l'univers politique, le landerneau politique. Oui. Mais déjà, plusieurs blocs, on en est déjà à moins d'une dizaine. Et il peut en avoir davantage. Donc, c'est dit déjà que l'objectif principal tend à ne pas être atteint. Parce qu'au finish, c'était
l'objectif c'était d'avoir un petit nombre de partis. Mais dans l'incapacité de se constituer en un bloc unique, déjà la mouvance en a eu deux. Enfin, deux principaux. Sans évoquer les autres ténors de la mouvance qui ont chacun leur bloc, à savoir le DBN, Valentin Roulet et autres. Il peut en avoir encore. Donc, c'est dire que le code électoral ne résout pas, en fait, le problème qu'elle visait. Et c'est vrai qu'il visait, pardon, le bien code. sûr, bien sûr. C'est vrai que le code électoral, dans cet état où il a été voté, ne règle pas tout à fait tous les problèmes, tous les dysfonctionnements. Le principal d'abord. Le principal. La prolifération des partis politiques. La prolifération des partis politiques, c'est réglé. Pas pour autant. Pas pour autant, puisque nous sommes à 6 ou à 7 blocs. Pour le moment. Pour le moment. Ben, je ne pense pas qu'on va dépasser les 7 blocs. L'opposition n'a pas dit son dernier mot. L'opposition, avec ce que j'apprends, sera probablement un bloc et demi. Parce que le deuxième bloc n'est pas encore annoncé. Et je pense que il n'est pas dit nécessairement que nous puissions avoir 10 partis politiques au Bénin pour régler le problème de la multiplication anarchique des partis politiques. En France, au Nigeria, nous avons plus d'une vingtaine de partis politiques. Mais nous avons, dans ces pays, 2 grands partis politiques, que ce soit aux États-Unis, les républicains comme les démocrates. Au Nigeria, pareil, il y a 2 grands blocs de partis politiques. Mais en dehors de ces 2 grands blocs, il y a aussi des indépendants. Des indépendants, des partis satellites qui existent. Que l'on n'empêche pas de prendre part. Il ne faut part. pas empêcher les partis satellites de s'afficher, de pouvoir investir. Parce que quand nous prenons le cas des élections législatives... C'est ce à quoi nous allons assister au Bénin. Exactement. Quand nous prenons les élections législatives, c'est une élection de proximité. Il faut permettre à celui qui a un rayonnement régional de se faire élire dans sa région. Et voilà une des insuffisances du nouveau code électoral. Dans le passé, la liste est positionnée par circonscription électorale. Et quand tu es assis dans une circonscription électorale et que l'environnement est positif pour toi, propice pour toi, tu vas tirer d'affaire. Aujourd'hui, il faut que tu couvres l'ensemble du territoire national pour être dégagé, être élu député. Ça n'existe nulle part. Ni pas. J'ai vu le cas de la Côte d'Ivoire. Les élections passées, vous avez vu, il y a eu des indépendants, élections locales, il y a eu des indépendants qui sont tirés d'affaire. Oui. Et après, qui ont commencé par négocier avec le pouvoir ou avec l'opposition. Ouais. Je crois que c'est quelques insuffisances, il va falloir les corriger. Et je suis sûr qu'après, à l'issue de ces élections législatives, ils vont réviser le code électoral. Ça, j'en suis sûr. Et ces insuffisances que vous évoquez résident dans le fait, résident dans la rigidité, je dirais, de certaines dispositions de ce nouvel arsenal juridique. Oui. Ce qui fait que certains députés qui se font élire dans leur circonscription électorale vont perdre leur siège. À coup sûr, avec le nouveau code électoral, et ça va faire mal. Et ces députés qui ne vont pas se faire élire, vous allez voir, ça va claquer. Ils vont quitter ces blocs dans lesquels ils se sont engouffrés. Et parce que les exigences de ce code électoral ne leur permettent plus de se faire élire comme ils ont l'habitude. Parce qu'il y en a qui ont un électorat qui ont conquis d'avance. Ils ont les moyens d'aller seuls aux élections et de gagner les élections pour le parti politique. C'est vrai que je ne suis pas d'accord pour des partis politiques ethniques et régionalistes. Nous pouvons couvrir l'étendue du territoire national, mais pas fixer un quotient de 10%, c'est trop élevé. Je pense qu'à la longue, on verra ce que ça va donner après ces élections qui s'annoncent, pas de géant, quoi. Pasteur Michel Alokpo, ce ne sera pas les seuls ennuis qu'auront à surmonter les politiques. Il y a aussi l'équation des positionnements.
Merci beaucoup. Vous le savez, je l'ai dit tantôt. Actuellement, au sein de la mouvance, nous avons 5 blocs. Il y a un 6e qui s'annonce, qui ne s'est pas encore déclaré officiellement. Mais au sein de l'opposition, nous avons un bloc qui s'est déclaré. D'abord, au niveau des blocs, la mouvance, ayant 5 blocs, ça va créer des problèmes. Au cours du vote, entre les 5 blocs, ils vont se cogner. Personne ne va accepter que l'autre aille sur son terrain pour battre campagne et pour récupérer son électorat au profit de l'autre, étant même dans la même mouvance. Et donc, 5 blocs au sein de la mouvance, moi je pense que ça va créer des problèmes. Ils vont se partager les suffrages. Ah oui. Et là, ils vont favoriser l'opposition qui s'est mis en un seul bloc. Et donc, le problème qui va se poser... Enfin, si l'opposition arrivait à s'y mettre. Si l'opposition arrive à se... Oui, oui, parce que un bloc contre 5, mathématiquement, c'est que ça donne l'avantage à celui qui est dans un seul bloc que à celui qui est au mouvancier qui se sont constitués en 5 blocs. C'est vrai que la mouvance dit qu'ils ont 2 blocs. Il y a aussi un malaise. Il y a une malaise. Parce qu'il y a un mépris au niveau des 3 autres blocs qui se sont constitués en dehors des 2 premiers blocs. Et ce mépris crée un malaise au sein de la mouvance. Et là, le combat serait rude sur le terrain. Chacun, je donne l'exemple du PRD, le PRD ne va pas se laisser faire. Avec ce qu'il a vécu avec ses partisans d'hier qui se sont retrouvés dans un autre bloc, le PRD va se battre pour au moins récupérer quelques députés. C'est vrai que le PRD est fragilisé dans sa zone. Et je pense que les élections qui s'annoncent, ce sont des élections où on aura de grandes surprises. De grandes surprises. Bloc de gauche ou de droite, il y a la situation socio-économique qui est là, qui interpelle actuellement les acteurs politiques. Pasteur Michel Alokpo, vous évoquiez tantôt un fait non moins anodin, le mépris, le refus de reconnaissance des différents blocs promus, présidés par des leaders de la rupture. Je pense que ce mépris ou ce comportement, à la limite insipide, pourra jouer sensiblement sur la famille de la mouvance présidentielle. C'est clair. Et ça continue les combats continuent. Hein. Chaque jour, on entend des guerres de personnes. Ce qu'on dit, transhumance politique. Toi, tu es de tel bloc PRD. Aujourd'hui, tu te retrouves dans un autre bloc de la mouvance. Est-ce que le code électoral a réussi à régler la question de transhumance? Je ne pense pas que le code électoral a réglé la question de transhumance politique. Donc, voici encore une autre insuffisance dans le code électoral et qu'il faut revoir. Le mépris des 3 autres blocs qui se sont constitués à part, mais on est en démocratie. C'est un mépris promu par certains cadres. Oui, par certains responsables de partis politiques. Je pense que c'est en cela que je suis d'avis qu'il y a un débat démocratique au sein des blocs. Il faut un débat démocratique au sein de la mouvance comme au sein de l'opposition. S'il n'y a pas de débat démocratique, il n'y a pas de démocratie. Oui, mais il faut respecter l'avis de l'autre. Il ne faut pas que les autres viennent d'en haut du chef qui dit c'est comme ça, je vois les choses. Où est la différence? On est différent, toi, je suis différent de toi. Voilà. Je n'ai pas les mêmes appréciations d'un sujet que toi. Donc, et c'est ensemble que nous allons construire. C'est la différence qui fait la richesse de la démocratie. Hein? Il faut qu'on soit d'accord d'accepter l'autre dans sa vision des choses et de les laisser faire comme il entend, mais étant toujours de la même mouvance. Et vous voyez ce que l'opposition
ils ont réussi à faire taire leurs différences au niveau du positionnement, je crois qu'ils ont fini par s'entendre. Et l'autre paire de manches, l'autre difficulté qui va se poser aux différents blocs, c'est le positionnement des candidats sur les listes électorales. C'est un véritable problème. On ne voit pas encore venir l'iceberg. Ça va chauffer d'ici là. Quand celui qui a son électorat et qui s'est retrouvé dans un bloc se trouve injecté par le leader du bloc, et c'est une autre personne qui ne s'est jamais engagée dans la politique. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés dans les différents blocs. Il y a de nouveaux partis qui se sont créés tous azimuts à l'approche des élections et qui se sont fondus dans des blocs. Et tous ceux-là, ils vont se dire, ah, moi, je veux avoir un positionnement. Aujourd'hui, on se bat pour la jeunesse. C'est vrai que je suis d'avis que la vieille classe puisse céder la place à une nouvelle génération de leaders. Mais cela se fera progressivement. Donc, je crois que le positionnement au niveau des listes et des partis politiques va poser de grands problèmes. C'est vrai qu'il y en a qui ne vont pas s'afficher, mais ils n'iront pas en campagne. Si j'ai l'habitude d'être positionné en tête de liste dans ma circonscription, et aujourd'hui je me trouve en 5e position, je risque de ne plus faire campagne. Je risque de ne plus sortir de l'argent pour aller faire campagne. Et donc, d'avance, je me sens vaincu dans mon bloc. Et donc, ce que ça va créer, et quand ce bloc n'aura pas un certain nombre de députés à faire voilà, au sein de l'hémicycle, ce qui va se passer, je vois venir, hein, certains grands blocs vont s'effondrer comme ce qu'on a connu comme des jeux de cartes. Comme des jeux de cartes. Ils vont s'effondrer parce qu'ils n'auront pas suffisamment de députés, ou bien ils n'auront aucun député qui vont siéger à l'Assemblée. C'est comme ce qui est arrivé à la tour de Babel. Ils vont s'écrouler. Et ce serait un recommencement éternel au niveau de la classe politique. Mais vous savez, en politique, c'est les intérêts. Si Paul a accepté d'entrer dans le bloc progressif, c'est parce que c'est qu'il a son intérêt là. Si Jacques est entré dans le bloc des Républicains, c'est parce qu'il a un intérêt là. C'est parce qu'il veut sauvegarder son siège qu'il a à l'Assemblée. Vous constatez avec moi, quand même, les députés d'hier, tous sont du côté de la mouvance. Pourquoi? Parce qu'ils veulent protéger leurs intérêts. C'est leur droit. Mais moi, je suis d'avis que l'hémicycle, en cette année de 2019, sera renouvelé à 70%. Il faut donner la place aux femmes et la place aux jeunes. Je suis d'avis avec le chef de l'État qui a voulu faire la promotion des femmes. Je pense que c'est l'occasion, si le projet de constitution qu'il a envoyé à l'Assemblée n'a pas pu passer sur le cas des femmes, il peut négocier avec les présidents des blocs pour qu'on puisse positionner un certain nombre de femmes sur des listes pour que nous puissions avoir au moins les 30% de femmes qu'il a voulu à l'Assemblée nationale. Et je le dis, je répète que les blocs, le positionnement des candidats posera de véritables problèmes. Et entre les blocs de la mouvance, si on ne sait pas faire, il y aura éclatement. Ils vont se cogner sur le terrain. Et nous savons ce qui se passe pendant les campagnes. Ah oui. Nous savons ce qui se passe pendant les campagnes. Que le meilleur gagne. Et pour que le meilleur gagne, il faut un thème de campagne qui satisfait aux désirata de la population. Le peuple a faim aujourd'hui. Sur quel programme on va aller battre campagne pour demander à la population de renouveler leur confiance à tel ou à tel député? Le peuple a faim, le peuple souffre. C'est important de le savoir.
Il ne s'agit pas d'aller voter des lois et puis on se retrouve à un moment où on veut demander au peuple de renouveler encore sa confiance. Ça va être difficile. Le peuple souffre et les députés ne font rien pour permettre au peuple de retrouver ses forces. La misère, vous le savez, il y a la mévente dans le pays. Mais ce n'est pas le fait du gouvernement Talon, ça je le dis. C'est une situation mondiale. Mais le peuple attendait un signal fort du président de la République pour régler les petites questions. Le panier de la ménagère est presque pratiquement vide. Les réformes qui ont été entreprises contribuent un peu, je dis, à la souffrance du peuple. Mais la situation économique mondiale constitue un grand problème. Une grande partie. Une grande partie. Le Nigeria a fermé ses frontières. Nos commerçants qui vivent du trafic des marchandises qu'ils envoient vers le Nigeria, ils sont en difficulté. Nos rapports avec le Nigeria sont en quel niveau? C'est un problème. Le Nigeria aussi a ses problèmes. Je pense que ces élections qui s'annoncent réservent de grandes surprises à la population béninoise et à la classe politique. Pasteur Michel Alopo, dans la deuxième partie de notre échange maintenant, je reviens, j'insiste davantage sur ce mépris dont vous venez de parler, sur ce culte de rejet, cette propension à l'exclusion que l'on note dans les coulisses des états-majors, des partis politiques et autres. Je le dis parce que, manipulant l'actualité au quotidien, Pasteur Michel Alopo, un constat tombe bien sous le sens. Au lendemain du 4e congrès du premier parti qui s'est décidé à se constituer, à se conformer au nouvel arsenal juridique, pour ne pas citer l'UDBN par exemple, eh bien, on note une sorte d'exclusion, une sorte de guerre insidieuse vis-à-vis des cadres de ce parti et du parti, comme quoi on traite de presque tous les noms, l'indiscipline, parce que simplement, n'ayant pas opté pour les principaux, allez, dit-on principaux, blocs de la mouvance présidentielle. Ce que je peux noter quand même, après que le parti UDBN a décidé de constituer un bloc, je n'ai pas senti la réaction du président Talon. Le président Talon n'a pas fait pression pour obliger l'UDBN à entrer dans un bloc ou dans l'autre. C'est les acteurs politiques qui, au cours d'un congrès par parcours, se disent, ah voilà, ma soeur jumelle, ou nous sommes des frères jumeaux. Et de qui parlait-il? Il se parlait de bloc républicain et de bloc progressiste. C'est de bonne guerre, cher ami. C'est de bonne guerre parce que les deux grands partis veulent ratisser l'âge, ils veulent coûte que coûte avoir le maximum de députés au sein de leur bloc. Et voilà que au sein de la même mouvance, il y a 3 autres blocs qui se détachent pour se positionner. Oui, mais il faut qu'ils comprennent qu'on est en démocratie. Si on n'est pas en démocratie, donc ils n'ont qu'à continuer à mépriser les partis qu'ils pensent d'être des partis, petits partis ou les partis satellites. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est une bonne chose. Je me demande au congrès de l'UDBN, est-ce qu'il y a des représentants des autres grands partis, je parle des progressistes ou des républicains au cours du congrès de l'UDBN. Et ça là, bien sûr, ils étaient là. Ils étaient là. Enfin, étaient invités. Mais est-ce qu'ils étaient présents au congrès de l'UDBN? Je ne sais pas. Il y a eu des cadres, des caciques. Ah bon, mais se réclament-ils des autres blocs? Voilà, et il va falloir que, normalement, c'était le président d'honneur du bloc qui devait, parce que l'UDBN n'est pas... Ces blocs n'étant pas encore constitués en ce moment. L'UDBN n'est pas un petit parti, parce que j'ai constaté lors des dernières élections présidentielles, j'étais à Parakou, j'ai vu comment les militants de l'UDBN se sont manifestés, ont travaillé d'arrache-pied
pour le candidat qu'ils ont choisi pour le premier tour des élections. Je pense que le peuple observe. Le peuple observe tout ce qui se passe sur l'échiquier national. L'UDBN n'a pas se fait de soucis, ni le PRD a se fait de soucis, ni l'ADN de Houdé a se fait de soucis. Je crois que c'est une preuve d'immaturité politique. Immaturité politique parce qu'on ne veut pas du débat démocratique au sein de la même mouvance. Je pense quand tu es un enfant à un certain âge, il grandit à 18 ans, il faut le libérer, il est autonome. Il faut lui permettre d'émerger. Il faut lui permettre d'avoir voix au chapitre. Oui, mais l'UDBN n'est pas un enfant des autres blocs. L'UDBN a une entité, est une entité. L'UDBN doit s'exprimer au sein de son bloc et dire son mot au cours de ces élections qui s'annoncent. Mais il y a trop de risques. Il y a trop de risques par rapport à ces mépris par rapport à ces deux blocs. Les risques, c'est à l'issue des élections qui vont tirer les conséquences de ces risques. Moi, je ne veux pas en parler parce que si vous vous mettez à vous battre avant les élections, et quand on va lancer les élections, ça va être pire. Quand la campagne va commencer, ça va être pire. Ils vont se cogner sur le terrain. Et on ne souhaite pas qu'on aille sur ce terrain. L'UDBN est une sœur de l'Union progressiste. Le PRD est frère des Républicains. Je crois qu'ils doivent s'accepter dans la même mouvance. Mais l'appréhende-t-il ainsi? Là, il a question. Oui, mais il n'appréhende pas comme ça. Ben, je pense qu'il faut qu'il fasse preuve de maturité politique. C'est important. C'est important qu'il fasse preuve de maturité politique pour que le jeu démocratique se joue sur le terrain. S'il pense être fort que l'UDBN, c'est la population qui va choisir. C'est dans les urnes. C'est dans les urnes qu'on va constater qui est fort, qui n'est pas fort. Oui, je pense que moi, je vais dire à l'UDBN, au PRD, aux autres partis de la mouvance, de ne pas s'inquiéter, d'aller aux élections comme tout autre. Mais de se battre, c'est le thème de campagne qui importe. Qu'est-ce que vous voulez proposer à la population? Une population qui est dans une situation difficile. C'est vrai qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le peuple n'a pas à manger. Le pain quotidien, mais Dieu donne tous les jours. Nous sommes un peuple de croyants. C'est vrai qu'il y a des gens dans les rues qui mentent, qui n'ont rien à manger, c'est vrai. Bon, il y en a qui ont le minimum pour survivre. Mais il y en a aussi qui sont les plus riches. Aujourd'hui, les plus riches, on en compte sous des bouts de doigts aujourd'hui. Parce qu'avec les réformes, il n'y a plus de liquidité qui circule dans le pays. C'est un véritable problème. Comme par le passé. Comme par le passé. Donc, ça fait partie des réformes du président Talon. Je le salue en passant. Mais il faut faire en sorte que le peuple puisse respirer. Parce que dans notre famille, c'est le cadre de l'administration qui est positionné dans tel secteur qui nourrit sa famille. S'il n'a plus les frais de mission, s'il n'a plus les primes qu'on lui octroyait avant, qui permet de joindre les deux bouts, de pouvoir faire des dons, il n'y a plus de dons qu'on se fait aujourd'hui. Tu vas voir un ami, oh, je suis en situation difficile, donne-moi un peu d'argent. Je n'en ai pas. Des gens, même des cadres, vont demander 2000. Difficile d'avoir 2000. La situation qu'on traverse le Bénin aujourd'hui, c'est difficile. Je dis, et je répète, que le président doit donner un signal fort. Je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. J'ai suivi un journal, la Côte d'Ivoire, où les frais d'électricité ont été abattus de 20% pour toute la population ivoirienne. Donc, si vous avez une facture de 100 francs, cette facture a une diminution de 20%. Mais ça règle un problème social. Nous voulons un signal fort de la part du président Talon pour régler ces petits problèmes au sein de la population. Parce que
aujourd'hui, vous savez... Autrement dit, vous l'invitez à s'inspirer de ces initiatives. Je l'invite à s'inspirer de ces initiatives. Je donne un autre cas. Et non comme la dernière qu'on a connue au pays, la hausse des coûts de communication. Voilà. Sinon, la hausse sensible. Merci de me rappeler ça. Je prends le cas du Burkina Faso. J'ai suivi aussi sur les antennes de la télévision de Burkina que le secteur privé a contribué au cours de l'année dernière à créer des centaines d'emplois dans ce pays, à créer plusieurs dizaines de sociétés pour accompagner le gouvernement. Mais aujourd'hui, on constate que plusieurs sociétés ont fermé la porte. Il y en a qui sont partis à Abidjan, au Togo, au Sénégal. Si la société ferme ses portes, ça veut dire que c'est des dizaines. Parce que peut-être croupissant sous le poids de l'imposition. Le poids de l'imposition. Une société qui ferme ses portes, ça veut dire que c'est les employés qui sont vidés, mis à la porte. Je pense que il va falloir que le président de la République, et son excellence, Patrice Guillaume Talon, fasse une pause pour revisiter les différentes réformes qu'il a entamées. Et comme je l'ai dit tantôt par rapport au code électoral, qu'il y a des insuffisances, je peux aussi oser dire qu'il y a encore quelques insuffisances au niveau des réformes que le président est en train de mettre en place. Et c'est le peuple qui dira son dernier mot à l'issue de ces dernières élections. Est-ce que le peuple est d'accord pour toutes ces réformes qu'il a entreprises? Moi, je dis, je suis pour la plupart de ces réformes, mais il y a encore des réglages à faire. Il faut qu'il soit à l'écoute du peuple. Parce que le peuple qu'il a élu, les députés, c'est les peuples qui vont les élire. S'ils n'ont pas le suffrage du peuple pour être députés demain à l'hémicycle, ça veut dire que ça va être un vote sanction contre eux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas à l'écoute du peuple. C'est important, moi, je le dis parce que je suis un homme de Dieu et je suis en contact avec une partie du peuple. J'entends ce qui se passe, la misère du peuple. Je crois que le pays, le Bénin, a toujours étonné le monde. Je pense qu'à l'issue de ces élections, le Bénin va être aussi un modèle en matière de démocratie. Voilà. Pasteur Michel Alokpo, on a évoqué tout à l'heure la présence pour le moment d'une bonne dizaine de blocs, ou si vous le voulez, de grands partis. Ouais. Un seul porte à sa tête une dame. Ouais. Qui c'est inutile de citer, hein, Claudine Affaire-Prudencio, l'honorable Claudine Affaire-Prudencio. Alors, puisque je ne vais quand même pas faire l'erreur de vous recevoir sans vous demander votre lecture sur sa place, non seulement dans le landerneau politique, mais son militantisme. Laisse-moi d'abord parler de l'UDBN dans l'univers national. L'UDBN, c'est un parti politique que je connais depuis quelques années. Vous savez, à un moment donné, il y a un ministre d'État qui a occupé le poste de président de l'UDBN. Je veux nommer... Aux premières heures. Aux premières heures. Oui. Koupaki. Pascal Irénée Koupaki. Pascal Irénée Koupaki. Quand un Premier ministre ou un ministre d'État accepte de diriger un parti UDBN, ça veut dire que c'est un parti qui a des valeurs. Et ce parti a fait ses preuves dans le temps. Et comme je l'ai dit, j'ai eu le temps de visiter un peu le pays. J'ai visité du nord au sud. J'ai eu à rencontrer des militants du UDBN partout où je suis passé. Le parti UDBN, c'est un parti crédible. Et là, je reviens à sa présidente actuelle, Madame Claudine Prudencio. Claudine Affaire-Prudencio. Je peux vous dire, c'est une dame, une personnalité de grande valeur. C'est une Amazone des temps modernes. Je le dis, je le précise, pour ceux qui veulent l'entendre.
Parce que j'ai vu ces combats au moment où elle a été nommée ministre dans le gouvernement de Yahya Boni. Je l'ai approchée, j'ai coopéré avec elle. C'est une brave dame qui s'occupe de la masse, qui s'occupe des pauvres. Nous avons eu à distribuer des kits partout dans ce pays. Et donc, c'est une dame qui a une grande vision. Une grande vision. Aujourd'hui, je suis sur le plateau de la télévision UDBN. Elle est la promotrice. Et d'NTV. Et d'MTV, excusez-moi. Et de Diaspora FM. Bien sûr, la chaîne sœur de DNTV. Oui, mais comprenez que c'est une dame qui a de la valeur. On dit souvent, derrière une grande dame, on trouve un grand homme. Nul n'ignore que le mari de Afiavi Claudine Présidentiaux est M. Dossou Samuel. Ce milliardaire caché. Il est caché parce qu'il ne se montre pas. C'est vous qui le précisez. Qui a de grandes ambitions pour notre pays, notre nation, le Bénin. Vous comprenez le dossier des chemins de fer qui lui a été arraché par la suite. Le dossier du port en eau profonde de Sémé. Je viens de Sémé. J'étais heureux de voir ce projet prendre corps. Le projet de Paracourt, le port sec de Paracourt. Voici les grands projets que cet homme a lancés dans ce pays, mais qui se trouvent bloqués. Une volonté d'investissement dans son pays. Dans son pays. Et c'est ce que vous voulez dire à travers, vous évoquez à travers l'ambition. Il est aujourd'hui bloqué. Il a les moyens. Parce que il fallait le préciser, Pasteur Michel Aloko, je ne vous arrête pas, dans cette volonté d'investir davantage dans le social, dans l'économie de son pays, eh bien, certains détracteurs ont tôt fait de voir une peut-être volonté politique. Exactement. Et il fallait le préciser ici. Exactement. Il ne nourrit aucune ambition politique. Il n'a aucune ambition politique. C'est sa femme, son épouse, qui a peut-être une ambition politique. L'espace où on se trouve, la Fondation CEVA, c'est une œuvre de couple. Plus de 40 hectares de culture. Le développement avance avec ce couple. Moi, je pense que Madame Présidentiaux a fait ses preuves étant dans le passé nommée ou élue membre du bureau de l'Assemblée, le premier mandature pour elle. Premier secrétaire parlementaire. Et aujourd'hui, elle dirige une commission. Mais elle a eu beaucoup d'expérience dans le domaine à l'hémicycle. Et moi, comme je l'ai dit tantôt, je suis pour la promotion des femmes à l'hémicycle. Vous l'avez souvent dit. Je suis pour la promotion des femmes dans l'hémicycle. Et parmi ces femmes, je veux voir cette dame de grande valeur se retrouver à l'Assemblée nationale. Et bien d'autres dames. Et bien d'autres dames. Parce qu'elle a quelque chose à apporter. On dit que c'est sous l'ancienne contiste la nouvelle. Il n'y a pas encore suffisamment de femmes à l'Assemblée. Pour dire aujourd'hui que le peu de femmes qui est à l'Assemblée, il faut les soutirer. Il faut voter contre elles. Moi, je ne suis pas pour. Je veux demander à ceux qui m'entendent de travailler en sorte qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée. Et parmi celles-là, Madame Afiavi Claudine Présidentiaux fait partie de celles qui pourront siéger à l'Assemblée prochainement. Et je salue sa bravoure. Elle tient tant à la promotion de la femme, mais aussi et surtout à la promotion de la jeunesse. Exactement. Et l'autre chose que j'ai oublié de mentionner... Les idéaux de exactement. L'autre chose que j'ai oublié de mentionner, elle a pris d'énormes risques en se détachant des autres blocs pour créer son bloc. C'est un risque qu'elle a pris. Et c'est ce risque qui lui a valu le mépris des autres blocs politiques. L'adversité des autres blocs politiques. Enfin, de certains cadres. Oui, certains cadres. Je vais la comparer à une dame de la Bible, Esther, qui a défié l'ordre du roi. Parce qu'il n'est pas permis à quiconque de rentrer dans la cour du roi sans son autorisation. Esther, après avoir prié, est allée directement dans la cour du roi. Et ça lui a valu quoi? L'arrêt de mort
qui était suspendue sur la tête de son peuple, les Juifs, elle a réussi à déjouer le plan machiavélique de Haman et pour sauver son peuple. Je pense que, je dis que Prudential Afiavi Claudine, je la vois dans ce rôle pour sauver notre démocratie. Je la vois dans ce rôle pour jouer un rôle catalyseur vis-à-vis de ce peuple. La position de l'UDBN n'est pas anodin. Dieu veut peut-être faire quelque chose, mais il faut qu'elle-même reste dans la volonté de Dieu. Et je dis, aujourd'hui, Eden TV a ouvert ses portes aux églises évangéliques. La parole de Dieu est prêchée sur Eden TV. Aujourd'hui, sur les autres chaînes privées, je ne vois pas. Ils ont supprimé. Sur la radio Diaspora, comme sur Eden TV, l'évangile est prêché. Et là, je dis que je tire chapeau. Ça prouve quoi? Ça prouve que Mme Claudine Afiavi est une femme qui a la crainte de Dieu. Et je pense que nous avons besoin dans l'hémicycle des gens qui ont la crainte de Dieu. Ça, c'est important. Si tu as la crainte de Dieu, tu ne vas pas voler. Si tu as la crainte de Dieu, il n'y aura pas achat de confiance pour voter des lois. On va te donner de l'argent pour voter des lois. Non. Il faut que les députés que nous allons élire soient des hommes, qu'elles soient d'obédience islamique, ou endogène, ou chrétienne. Il faut qu'ils aient la crainte de Dieu. Voilà ce que je vais dire. Et je salue tous les militants du UDBN. Je salue tous les militants des deux autres blocs, de la mouvance comme de l'opposition. Et je dis que le meilleur gagne. Et je dis que le combat, l'issue ne sera pas facile pour chacun d'entre eux. Il faut qu'ils se battent. Il faut qu'ils convainquent le peuple. Il faut qu'ils puissent apporter une vérité. Il faut qu'ils jouent franc avec le peuple. Soit vous êtes avec le peuple, soit vous êtes contre le peuple. Si vous êtes pour le peuple, vous devez travailler pour les intérêts du peuple et non pour vos propres intérêts. Et la plupart de ces députés, quand ils rentrent dans l'hémicycle, ils travaillent pour leurs propres intérêts. C'est cela. Pasteur Michel Alokpo, nous sommes au terme de cet échange, ce numéro de décryptage, et puisque nous partageons encore le premier mois, vous savez, le construit social ou la convention exige de nous que nous formulions les vœux les meilleurs. Oui. Je vais vous le permettre. Merci beaucoup. Je voudrais profiter de votre plateau pour présenter mes meilleurs vœux au chef de l'État, le président de la République, Guillaume Athanase Patrice Talon. Je lui souhaite une longévité. Je lui souhaite la prospérité. Je lui souhaite une santé parfaite, afin qu'il puisse mener à bon port les différentes réformes qu'il a entreprises, mais qu'il soit à l'écoute du peuple. Je veux également présenter mes vœux aux anciens présidents. Je vais nommer Nicéphore Dieudonné Soglo et son ami, l'ex-président Boni Yahi. Je prie que le Seigneur soit avec eux et que le Seigneur les accompagne dans toutes leurs initiatives et qu'ils travaillent pour l'unité de notre pays, de notre nation. Qu'il n'y ait pas la haine entre la mouvance et l'opposition. Je voudrais aussi également saluer la communauté chrétienne et le cas de concertation. Je leur souhaite une bonne année et que l'année soit bonne. Nous ne voulons pas, surtout ce que nous avons vécu en 2018, c'est dans le passé que l'année 2019 apporte pour chacun et tous la joie, la paix, la sérénité, l'élévation et la gloire. Au nom de Jésus. Merci, Amen. Pasteur Michel Alokpo, pour votre disponibilité, pour ce partage sur décryptage. C'était votre lecture de l'actualité politique, sinon de l'actualité socio-politique, et votre lecture, votre avis sur certains points clés. Le code électoral, l'achat des partis politiques, les différentes réformes enclenchées par le gouvernement de la rupture, et bien évidemment, votre avis et lecture sur ce risque, si vous le voulez, ce courage de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio qui s'est décidé d'affronter seul, avec son parti, bien évidemment, les différentes échéances électorales. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, mon cher ami. À très vite. À très bientôt.
Bye. C'était des décryptages.